Bonjour à tous. Je veux tout d'abord vous remercier de votre présence qui me permet de transmettre et de partager la connaissance de l'Ayurveda. L'Ayurveda est la grande science de la vie qui nous a été révélée par les rishis de l'Inde védique pour le bien-être et l'éveil de l'humanité dans son ensemble. L'Ayurveda n'est pas un simple système de médecine. C'est une connaissance complète qui nous donne la compréhension des lois fondamentales de la nature qui s'expriment en nous et qui s'expriment dans l'univers entier. C'est une science initiatique qui, comme toutes les autres sciences du Veda, a pour objectif de nous amener à plus de conscience, plus d'éveil et finalement à la libération. Cette science de la vie est décrite par Charaka, qui est l'un des premiers maîtres de la science ayurvédique, dans son traité, comme la science suprême, sacrée et initiatique qui est utile pour l'homme dans cette vie et dans l'autre existence expérimentée après la mort. Donc nous dépassons le concept purement médical et l'Ayurveda traite de l'expression des 5 grands éléments de l'univers, de la nature, de notre corps physique. Il nous explique comment maîtriser ces éléments, comment raffiner ces éléments, comment accéder à l'équilibre parfait dans l'expression de ces éléments pour maintenir la cohérence sur le plan mental, physique et spirituel. C'est ainsi que l'Ayurveda est intimement connecté à tous les systèmes de philosophie védique, notamment au yoga. Le yoga est la science sœur de l'Ayurveda, mais aussi au système de philosophie que l'on appelle le Samkhya, qui est un système qui décrit le mécanisme d'expression de la conscience dans la matière à partir de 5 principes fondamentaux. Le Samkhya explique que l'univers a son origine dans la conscience, dans le soi cosmique qu'on appelle le Purusha. Le Purusha est un principe masculin à l'origine de la création qui suscite l'émergence d'un deuxième principe qu'on appelle Prakriti, l'énergie de la nature, l'énergie primordiale, l'énergie immanente et transcendante qui sous-tend toute expression au niveau universel et au niveau individuel. Prakriti est la mère nature, une énergie toujours nourrissante pour l'être humain et pour l'humanité tout entière et qui gouverne le processus d'évolution et de croissance. C'est la fusion entre la conscience et l'énergie, entre un principe masculin, Purusha, et un principe féminin, Prakriti, qui amène l'apparition d'une troisième valeur que le Samkhya appelle Mahat, ou l'intelligence cosmique. Mahat signifie ce qui est grand, ce qui sous-tend l'expression du monde manifesté. C'est la fusion, la communication entre les deux, entre ce principe d'éveil et de conscience qu'on appelle Purusha et ce principe d'énergie immanente et transcendante qu'on appelle Prakriti ou la mère nature, qui amène l'activation de l'intelligence cosmique qui se manifeste au niveau individuel dans l'intellect, qu'on appelle Buddhi dans la philosophie Samkhya. Ensuite, le processus d'individualisation commence à partir de l'interaction de ces 3 valeurs qui représentent la structure trinitaire de la création. La structure trinitaire de la création amène l'apparition de l'ego, le sens du jeu, l'individualité, la diversité infinie qui émerge de la structure trinitaire. L'ego se manifeste ensuite dans le corps mental ou le corps émotionnel, la faculté de penser. Le domaine émotionnel étant un domaine clé de l'existence sur le plan terrestre, sur le plan physique. Ces 2 principes, ces 3 principes, l'intellect, l'ego et le corps émotionnel,
correspondent à la manifestation subjective de la conscience, de l'énergie et de l'intelligence. Ensuite apparaissent dans ce processus de création 5 énergies archétypales fondamentales qui sous-tendent l'expression des 5 sens et qui nous permettent de percevoir les choses dans le monde terrestre, dans le monde physique. Ces 5 énergies archétypales sont appelées dans la philosophie Sankhya les Tanmatras. Les Tanmatras sont les énergies subtiles qui sous-tendent l'expression des 5 sens sur le plan physique. Les Tanmatras correspondent à la faculté d'entendre, à la faculté de voir, à la faculté de toucher, à la faculté de goûter et à la faculté de sentir. Ceci, naturellement, permet ensuite l'émergence. Les Tanmatras établissent la relation entre le plan subtil de l'existence, représenté par l'intellect, l'ego et le mental, et le plan objectif et le plan matériel. Ils établissent la relation et ils déterminent ensuite l'expression du monde physique qui s'exprime à partir de 15 valeurs fondamentales qui structurent tous les éléments du monde terrestre, qui structurent notre propre existence en tant qu'être humain. Tout d'abord, les 5 sens que tout le monde connaît. L'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. Ensuite, 5 organes d'action qui nous permettent de fonctionner sur le plan terrestre. La bouche, les mains, les pieds, les organes génitaux et les organes d'excrétion. Et puis enfin, les 5 grands éléments que la philosophie Sankhya et l'Ayurveda appellent les Mahabhutas, ce qui est grand. Ces 5 grands éléments sont des énergies fondamentales qui émanent directement de la structure trinitaire de la création, qui émanent de la communion qui s'exerce entre la conscience, l'énergie et l'intelligence. Ces 5 grands éléments sont les constituants essentiels du monde physique. L'Ayurveda étudie de façon précise, complète, élaborée, l'expression de ces 5 grands éléments de notre corps. Mais toutes les sciences védiques, fondamentalement, traitent de l'expression de ces grands éléments. Le Jyotish, l'astrologie védique, étudie l'expression de ces 5 grands éléments au niveau du corps cosmique de l'univers, au niveau des planètes, au niveau des constellations, au niveau des étoiles. Le Vastu Shastra, la science de l'architecture védique, étudie l'expression de ces 5 grands éléments de notre maison, de notre demeure. La présence de l'espace, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre dans notre demeure. Et le yoga et le tantra, qui sont des systèmes d'application pratique, permettent de travailler par différentes méthodes, différentes techniques, sur le raffinement de ces 5 grands éléments de notre structure subtile, au niveau des chakras et au niveau des corps subtils. Toutes les sciences védiques sont interconnectées, interreliées et sont créées pour favoriser l'épanouissement total de l'être humain et l'équilibre parfait du corps et de l'esprit. Ces 5 grands éléments dans notre corps sont également des symboles des qualités fondamentales de l'esprit cosmique, des qualités fondamentales de structure trinitaire de la création, Purusha, Prakriti et Mahat, qui se manifestent en nous. L'éther symbolise le silence, l'illimitation, la pureté inaltérable, l'indestructibilité, l'immortalité. L'air symbolise le mouvement, la vivacité, la flexibilité, la capacité d'adaptabilité. L'air symbolise également tout ce qui est élevé, tout ce qui nous relie au principe supérieur, au prana, à l'énergie qui nous nourrit, l'énergie vitale qui nous nourrit et qui nourrit l'univers entier. Le feu symbolise la transformation, la brillance, la lumière, le charisme, la capacité à transformer positivement toute expérience, à digérer positivement toute expérience. L'eau symbolise la fluidité, l'harmonie, la douceur, la purification. Et la terre symbolise la stabilité, l'intégration, la force, la capacité à gérer correctement notre existence et à maintenir le contact avec l'énergie supérieure en même temps que nous nous incarnons sur le plan physique. L'Ayurveda explique que ces 5 grands éléments dans notre corps
se combinent pour donner naissance à ce qu'on appelle les doshas, ou les principes métaboliques. La combinaison dynamique entre l'éther et l'air donne naissance aux doshas, aux principes métaboliques qu'on appelle vata, qui gouvernent tous les mouvements dans notre organisme. Vata est responsable du mouvement associé à la respiration, donc associé à la capacité d'ingérer le prana, l'énergie subtile qui est présente dans l'air. Vata également est associé au mouvement du cœur, à la pulsation cardiaque, au mouvement de la nourriture dans le système digestif, au mouvement associé aux fonctions d'élimination, au mouvement des pensées. C'est lui qui donne le rythme au métabolisme. C'est lui qui donne la direction au métabolisme. L'énergie principale de Vata part d'abord du cœur. C'est le flux d'énergie magnétique qui émane à partir du rythme cardiaque qui détermine la qualité de l'expression de Vata, l'énergie de mouvement dans notre corps tout entier. À partir du cœur, l'énergie de Vata est censée être parfaitement répartie et bien proportionnée dans toutes les directions. Vers le haut pour activer la pensée, la parole, la perception du monde. En dessous du cœur pour activer les premières phases de digestion et d'assimilation dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Plus bas pour enclencher les phases d'élimination par les selles et par les urines. Et enfin, dans tout le système circulatoire pour activer le mouvement du sang dans les veines et les artères et pour le processus d'assimilation et de digestion qui prend place dans les tissus fondamentaux de l'organisme. C'est la raison pour laquelle Vata est décrit dans l'Ayurveda comme le dosha leader, celui qui donne le rythme au métabolisme tout entier, qui active également le principe feu, qui est le deuxième dosha. Le deuxième dosha, Pitta, est associé à la combinaison dynamique du feu et de l'eau. Il est responsable de toutes les fonctions de digestion et de transformation. Il est responsable de l'assimilation. Il est responsable du maintien de la température du corps. Il est responsable également de l'acuité de l'intelligence. Il est responsable de l'acuité visuelle. Et enfin, le troisième dosha, Kapha, est relié à la combinaison dynamique de l'eau et de la terre. Ce troisième dosha joue le rôle de cohésion dans l'organisme. Kapha est responsable de la structure du corps, de l'immunité du corps, de la régénération des tissus fondamentaux, de la force de l'organisme. Il est responsable également des différents fluides, de l'équilibre des différents fluides qui circulent en permanence en nous, dans notre corps, dans notre physiologie. Ces trois doshas sont l'expression directe de cette trinité primordiale, la conscience, l'énergie et l'intelligence. La conscience est directement reliée au dosha Vata. L'énergie de transformation est directement reliée au dosha Pitta. Et l'énergie qui est connectée à l'intelligence est connectée au principe Kapha, parce que Kapha est responsable de l'intelligence corporelle qui maintient l'immunité et qui nous protège contre toute agression. L'Ayurveda nous donne des éléments concrets pour maintenir l'équilibre dans l'expression de ces grands éléments et dans l'expression des principes doshiques. Que veut dire équilibre? Le mot équilibre signifie que ces énergies, ces principes de conscience, d'énergie et d'intelligence ne doivent pas s'exprimer de manière excessive ou déficiente dans notre organisme. Les différentes qualités associées à Vata ou à Pitta ou à Kapha ne doivent pas s'exprimer de manière excessive, aggravée ou déficiente. Elles doivent s'exprimer de manière parfaitement équilibrée pour maintenir un équilibre satisfaisant du corps et de l'esprit. Ce qu'il faut comprendre également à travers ce mécanisme de développement séquentiel de la conscience dans la matière, c'est que la prakriti cosmique,
la mère nature, donne naissance à une multitude de prakriti individuels. Que signifie le mot prakriti en termes ayurvédiques? Le mot prakriti signifie constitution, nature ou terrain. Nous avons tous une constitution particulière qui est déterminée au moment de la conception, qui est le résultat de la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde au moment de la conception, qui est le résultat de l'énergie qui dominait la conscience des deux parents au moment de la conception. Est-ce que cette énergie des dominantes Vata, Pitta et Kapha, tout ça va se répercuter dans la nouvelle constitution, la nouvelle Prakriti? Et chaque individu est unique. Donc, la Prakriti cosmique se manifeste dans une multitude de Prakriti, de constitutions individuelles. Cependant, l'Ayurveda, pour nous permettre de mettre en pratique les différentes connaissances, pour agir sur ces énergies des doshas, pour agir sur ces grands éléments, a défini 10 grands types de constitutions qui nous permettent de cibler les différents traitements et que nous utilisons de façon constante dans les méthodes de diagnostic ayurvédique. Il y a des constitutions à dominante Vata, à dominante Pitta ou à dominante Kapha. Ce sont des constitutions dites monodoshiques. Un des éléments, un des doshas, dominant nettement par rapport aux deux autres à l'instant de la naissance. Il y a des constitutions bidoshiques. Vata Pitta, Pitta Kapha, Kapha Pitta, Vata Kapha. Deux doshas dominent par rapport au troisième à l'instant de la naissance. Donc il y a 6 possibilités de constitution bidoshique, 3 monodoshiques, 9 constitutions. Et un troisième type qu'on appelle un type tridoshique, les 3 doshas à peu près en même proportion à l'instant de la naissance. C'est une constitution extrêmement forte, résistante, qui ne tombe pratiquement jamais malade, mais le travers de cette constitution, c'est que si la personne tombe malade, l'équilibre va être lent à retrouver, parce que le système immunitaire a été très peu sollicité auparavant. Chaque constitution possède ses forces et ses faiblesses, associées aux qualités des doshas, qui ne doivent jamais s'exprimer de façon excessive ou déficiente. Maintenir la santé veut dire vivre en accord avec sa nature, avec sa prakriti. Donc, si nous savons déjà que le dosha Pitta est très dominant au niveau de la constitution, l'Ayurveda donne des conseils précis au niveau alimentaire, au niveau comportemental, au niveau de la gestion du stress, de la gestion de nos émotions, pour maintenir cet équilibre et éviter que Pitta aggrave sa position dans le corps, ce qui peut conduire à différentes pathologies. Même chose pour les autres doshas. L'Ayurveda possède toute une série de traitements qui visent uniquement à maintenir notre équilibre primordial, à éviter de tomber dans ce qu'on appelle une vikriti. Qu'est-ce qu'une vikriti? Le mot vikriti est l'opposé du terme prakriti. Nous avons vu que le mot prakriti signifie nature, constitution, terrain. Vikriti signifie déviation de la nature. Et vous savez que lorsque nous sortons de notre nature, nous commençons à agir de façon non naturelle pour nous-mêmes. Nous ne pouvons créer que des problèmes sur le plan mental et sur le plan physique. L'Ayurveda identifie, à partir de différentes méthodes de diagnostic, quels sont les différents éléments qui sont rentrés en déséquilibre et donne différentes thérapies pour les traiter et revenir à l'équilibre. Et l'Ayurveda, les traitements de l'Ayurveda agissent non seulement sur le corps physique, mais également sur le corps mental et également sur le corps causal. Pour l'Ayurveda, pour les différentes sciences védiques, nous avons tous 3 corps. Le corps physique que tout le monde connaît, qui est composé de matière et d'énergie, et qui est une réplique parfaite également de ces grands principes énergétiques de conscience, d'énergie et d'intelligence.
au niveau fondamental. Les 5 grands éléments s'expriment en permanence dans notre corps. Nous veillons à maintenir l'équilibre dans l'expression de ces éléments. Mais ces éléments se manifestent également au niveau mental. Ils ont une influence sur ce que l'Ayurveda appelle le corps subtil. Le corps subtil est le corps de l'esprit. Le corps qui comprend à la fois le mental superficiel, les émotions, les sentiments et également l'intellect, la faculté de discernement. Et au-delà de ce corps subtil, existe un troisième corps, le corps de la conscience ou le corps causal, le corps de l'âme, qui est l'origine de tout. Si on prend une image, si nous comparons notre propre structure interne, par exemple ces 3 corps, à un arbre, le corps causal correspond à la graine. Le corps subtil correspond à la sève qui est présente partout dans l'arbre, des racines jusqu'à l'extrémité des branches. Et le corps physique correspond bien sûr à la structure manifestée au tronc, aux branches, aux feuilles et aux fleurs. L'Ayurveda possède des thérapies, des traitements qui agissent directement sur les 3 corps, qui agissent directement pour nous reconnecter à ces principes de conscience, d'énergie et d'intelligence fondamentale. Ces 3 corps s'expriment en nous à partir de la manifestation de 5 couches d'énergie, de 5 enveloppes qu'on appelle les koshas dans le yoga, le Vedanta et l'Ayurveda. Ces 5 koshas, ces 5 enveloppes, amènent la relation, la coordination entre les 3 corps, la communication perpétuelle entre les 3 corps. La première enveloppe, le premier kosha, le mot kosha signifie enveloppe. La première enveloppe est ce qu'on appelle le corps de nourriture, composé à partir des organes, à partir des cellules, à partir des tissus fondamentaux. Dans ces différentes enveloppes s'opèrent de façon constante différents processus de métabolisation, de transformation et de digestion. Deuxième enveloppe, le corps d'énergie ou le corps pranique, qu'on appelle également dans certaines traditions le corps éthérique. Le corps qui nous permet de digérer l'énergie du prana, qui est présente dans l'air que nous ingérons, mais qui est présente également dans les aliments et dans tous les éléments de la nature. Ce corps nous permet de digérer, d'assimiler correctement le prana. Troisième enveloppe, le corps mental ou émotionnel, mana maya kosha. L'enveloppe du mental. L'enveloppe qui crée le terrain à la digestion correcte ou non de nos expériences mentales, nos pensées, nos émotions. Cette enveloppe gère la digestion de nos expériences mentales et émotionnelles. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude de dire que lorsque quelqu'un a subi une expérience très difficile sur le plan mental et émotionnel, il ne l'a pas digérée. Ce n'est pas simplement quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Effectivement, la défaillance dans la digestion de nos expériences émotionnelles est associée à un dysfonctionnement de ce troisième corps, l'enveloppe de mana, maya, kosha. Quatrième corps, quatrième enveloppe, le corps de l'intellect. Le corps de l'intellect est le corps de l'intelligence intuitive. Vijnana Maya Kosha. Dans cette enveloppe, différents éléments qui sont actifs dans cette enveloppe, associés à l'action de la conscience, de l'énergie et de l'intelligence, nous permettent de digérer correctement nos expériences intellectuelles, accumuler les connaissances, acquérir les connaissances. Mais l'intellect a une compréhension beaucoup plus vaste dans les Védas, dans l'Ayurveda et dans le Tantra. L'intellect est la faculté de discernement la plus aiguisée, associée également au fonctionnement de ce qu'on appelle l'intelligence intuitive.
Donc cette enveloppe également est responsable du fonctionnement cohérent ou non de l'intelligence intuitive. Notre capacité à assimiler correctement les différentes intuitions, les différents ressentis que nous pouvons avoir durant notre existence. Donc le corps de l'intellect et le corps de l'intelligence intuitive. Et enfin, cinquième enveloppe, Ananda Maya Kosha, le corps de félicité ou le corps de béatitude. Le corps qui nous permet d'avoir la faculté dans cette existence de faire l'expérience du bonheur. Le bonheur conditionnel ou inconditionnel. Ce corps gère cette possibilité et nous permet en tant qu'être humain de grandir de plus en plus vers l'expérience du bonheur inconditionnel, de la félicité et de l'extase. Ces 5 corps gouvernent tous les processus de métabolisation qui se produisent dans notre vie, à partir de l'interaction à chaque niveau, de la conscience, de l'énergie et de l'intelligence. Ils nous permettent de digérer plus ou moins bien nos expériences, d'assimiler plus ou moins bien nos expériences. Le rôle de l'Ayurveda, lorsqu'il est compris de manière holistique, de manière globale, est de nous donner des enseignements, des techniques, des outils qui vont faciliter le travail de la conscience, de l'énergie et de l'intelligence à ces 5 niveaux. Dans ces 5 niveaux se produisent en permanence un processus que l'on peut décrire comme un mouvement vers l'intérieur, l'ingestion de quelque chose, et un mouvement vers l'extérieur, le rejet de quelque chose. Au niveau du premier corps, le corps de matière, le corps de nourriture, nous assimilons les nutriments présents dans les aliments ou dans les boissons que nous absorbons et nous rejetons les déchets par les selles, par les urines et par la transpiration. Au niveau du deuxième corps, au niveau de Prana Maya Kosha, nous digérons, nous assimilons l'oxygène et le prana, qui est l'aspect le plus vital présent dans l'oxygène, la force pranique qui est l'expression directe de l'énergie primordiale qu'on appelle prakriti, l'énergie qui sous-tend l'univers et qui le maintient en expansion perpétuelle. Dans les Védas, c'est l'énergie féminine de l'univers qui joue le rôle de création, qui est associée au processus de création. Il est dit que Purusha, le principe masculin, est infirme sans prakriti. C'est l'énergie de prakriti qui est véhiculée par le prana, qui est véhiculée également par un principe feu subtil qu'on appelle tejas, qui engendre le processus de construction, de métabolisation et de transformation. Donc la métabolisation correcte du prana, à partir du bon fonctionnement de cette deuxième couche, est fondamentale pour le maintien de l'équilibre sur le plan mental et sur le plan physique. Parce que cette deuxième couche possède une qualité particulière. C'est elle qui établit la relation entre ce qu'on appelle le corps physique et le corps subtil. C'est-à-dire que l'énergie du prana, non seulement sous-tend en permanence l'activité des cellules du corps physique, mais également toute activité mentale. La pensée, l'expression de la pensée est impossible sans la force pranique, sans l'activation de la force pranique. Donc cette couche est particulièrement fondamentale pour maintenir notre santé, pour maintenir une bonne coordination entre l'esprit et le corps. Donc les thérapies de l'Ayurveda accordent une attention particulière dans le traitement de cette couche qu'on appelle Prana Maya Kosha. Troisième couche, Mana Maya Kosha, le corps émotionnel, dans lequel nous digérons nos expériences mentales ou émotionnelles, plus ou moins bien. Et dans cette couche également se produit un mouvement vers l'intérieur et un mouvement vers l'extérieur, associé au processus de métabolisation, associé à l'interaction entre la conscience, l'énergie et l'intelligence dans notre corps, contrôlé par les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Nous digérons plus ou moins bien nos émotions et nos expériences mentales. Si nous ne sommes pas à même de digérer correctement en interne nos expériences mentales et émotionnelles, nous devons apprendre au moins à exprimer correctement ces émotions, à les relâcher. C'est le mouvement vers l'extérieur associé au bon fonctionnement de cette couche qu'on appelle Mana Maya Kosha. Quatrième enveloppe, le corps de l'intelligence. Le corps de l'intellect, le corps de l'intelligence intuitive.
Dans cette enveloppe également se produit en permanence un mouvement vers l'intérieur et un mouvement vers l'extérieur. En ce moment, je suis en train de vous parler, votre intellect essaye de suivre ce que je suis en train d'expliquer et d'ingérer ce que je suis en train d'expliquer. Et ensuite, vous pourrez exprimer cela à d'autres. Il y a un mouvement vers l'intérieur et un mouvement vers l'extérieur qui se produit au sein des 4 couches que nous venons de voir. Et la 5e couche est associée à la métabolisation, à la digestion de l'expérience du bonheur, au fait de vivre pleinement à l'intérieur de soi, dans son soi le plus intime, l'expérience du bonheur inconditionnel qui réside dans le cœur de chacun, associé au contact que nous pouvons rétablir avec cette trinité conscience, énergie et intelligence. Cette métabolisation du bonheur se traduit également dans une production, la production d'un fluide vital énergétique fondamental qu'on appelle Ojas en Ayurveda, qui est responsable de l'immunité, de la radiance et du charisme, qui est responsable également du mécanisme d'évolution de la conscience, de transformation de la physiologie jusqu'à la libération, jusqu'à l'éveil. Ce mécanisme donc de métabolisation qui est dans cette 5e couche prend place encore une fois à l'intérieur sous la forme de la métabolisation de l'expérience du bonheur dans cette molécule subtile qu'on appelle Ojas, et ensuite dans l'expression de cette expérience de bonheur à travers chacune de nos actions, chacune de nos paroles. L'Ayurveda nous donne des thérapies qui vont agir de façon entièrement naturelle, entièrement performante, pour favoriser les mécanismes de métabolisation au niveau des 5 corps. Il y a des thérapies qui vont agir plus spécifiquement sur le corps de nourriture. Ça ne veut pas dire que ces thérapies ne vont pas du tout agir sur le corps pranique, sur le corps mental, sur le corps de l'intellect ou sur le corps de félicité. Ça veut dire qu'elles vont agir en priorité sur le corps de nourriture, en secondaire sur le corps pranique, en tertiaire sur le corps mental, en quaternaire sur le corps de l'intellect et en dernier sur le corps de félicité. Mais même dans ce corps, les différents aliments que nous ingérons agissent directement sur les 5 niveaux. Naturellement sur l'enveloppe physique, en fonction du type d'aliment que nous absorbons, nous sentons plus ou moins lourd, léger, plein de vitalité ou au contraire dans un état d'inertie. Mais ça agit également sur le corps pranique parce que l'énergie vitale est plus ou moins importante en fonction du type d'aliment et de la façon dont nous avons digéré ces aliments. Ça agit également sur le corps mental. Le mental est plus ou moins clair en fonction du type d'aliment que nous avons ingéré, en fonction également de la façon dont nous avons assimilé ces aliments. Ça agit également sur le corps de l'intellect. L'intellect est plus ou moins efficient en fonction de la digestion que nous avons eue, en fonction du type d'aliment que nous avons absorbé. Ça agit également sur le corps de félicité, parce que certains aliments créent ce sentiment de confort, de bien-être, et d'autres, au contraire, un sentiment d'incohérence, d'indolence et de manque de conscience. Donc, toutes les thérapies agissent sur tous les niveaux. Elles ont une puissance particulière, parce que ce sont des thérapies qui agissent soit davantage sur l'élément de conscience, soit davantage sur l'élément d'énergie, énergie spirituelle, énergie subtile, soit davantage sur l'aspect intelligence dans le corps, et qui permettent de rétablir une expression correcte des différentes qualités des grands éléments dans notre vie, notre existence. Donc au niveau du corps de nourriture, nous utilisons bien sûr les aliments et leurs propriétés, les compléments alimentaires. Chaque aliment, chaque boisson est associé également à ces 5 grands éléments. Il y a des aliments à dominante éthérique, à dominante air, à dominante feu, à dominante eau, à dominante terre. Nous allons choisir. En Ayurveda, il n'y a pas un type d'alimentation qui convient à tout le monde. Il y a différents systèmes d'alimentation qui conviennent à différents types de personnes, à différentes constitutions, à différents déséquilibres. Même chose pour les compléments alimentaires, pour les plantes qui agissent également sur cette enveloppe de Anna Maya Kosha, le corps de nourriture, mais également sur le corps d'énergie qui la sous-tend. Même chose également pour une thérapie
de purification de la science ayurvédique qu'on appelle le Panchakarma. 5 actions, 5 thérapies pour purifier le corps, éliminer les toxines. Éliminer les toxines qui sont le résultat d'une digestion déficiente. 5 thérapies de purification. Ensuite, quelles sont les thérapies qui vont faciliter le processus de métabolisation qui prend place au niveau de la deuxième enveloppe, Prana Maya Kosha. Les thérapies issues de la science du yoga, du pranayama, le raffinement du souffle pour mieux métaboliser le prana qui sous-tend notre existence sur le plan mental et sur le plan physique. Les thérapies également qu'on appelle les thérapies subtiles de l'Ayurveda, qui agissent en utilisant les 5 sens et les facultés sensorielles de l'individu. Il y a une thérapie associée à chacun des 5 sens qui vise à activer le prana et à faciliter également la digestion dans le 3e corps, le corps mental et émotionnel. Ce sont des thérapies qui augmentent notre capacité de digestion et d'assimilation de nos expériences mentales, émotionnelles et aussi de nos expériences praniques qui agissent sur le corps du prana. Nous avons vu tout à l'heure que ce corps du prana joue un rôle clé puisqu'il établit la relation entre le corps physique et le corps subtil. Il détermine la bonne coordination entre l'esprit et le corps. Donc ces thérapies sont au nombre de 5. La thérapie qui utilise le sens de l'ouïe, la musicothérapie védique qu'on appelle le Gandharva Veda, différentes mélodies qui sont associées au rythme de l'univers, associées aux différentes périodes de la journée, aux différentes périodes de la nuit, et qui sont reliées au rythme biologique, à nos rythmes biologiques, qui ont la capacité de rétablir la cohérence dans l'expression de ces rythmes biologiques. Une thérapie qui utilise le sens du toucher, la marma-thérapie, la stimulation, un soin énergétique qui permet de stimuler des zones clés qui sont déterminantes pour la bonne relation, la bonne coordination entre le corps et l'esprit. Des zones qui sont particulièrement concentrées en énergie pranique. Les marmas sont des points énergétiques et vitaux. Il y en a 108 qui sont répartis à la surface de la physiologie, qui sont traités de façon particulière pour harmoniser l'interaction entre la conscience, l'énergie et l'intelligence dans cette zone, dans ces zones. La marmathérapie est une thérapie extrêmement puissante qui agit au niveau du corps pranique et du corps mental et émotionnel. 3e thérapie, celle qui utilise le sens de la vue, la chromothérapie, l'utilisation des couleurs, l'utilisation des symboles, l'utilisation des pierres précieuses ou semi-précieuses. Les couleurs, les pierres précieuses sont associées aux 7 crayons cosmiques de l'univers qui se manifestent dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs nous nourrissent en permanence. Il y a des couleurs qui sont favorables pour équilibrer Vata, comme toutes les couleurs pastel, des couleurs qui sont favorables pour équilibrer Pitta, comme les couleurs froides, le vert ou le bleu, et des couleurs qui sont favorables pour équilibrer Kapha, les couleurs stimulantes comme le jaune, le orange ou le rouge. 4e thérapie, une thérapie qui utilise le sens du goût, l'utilisation des saveurs. L'utilisation des saveurs et la compréhension des saveurs poussées à son niveau le plus élevé. La thérapie des rasayana, des plantes ou des préparations spéciales qui ont été identifiées par les rishis pour leur qualité énergétique et vibratoire particulière, qui sont capables d'enclencher, lorsqu'on ingère ces préparations, ces rasayana, ces préparations, si elles ont été produites correctement, conditionnées correctement, elles font partie également de la branche de l'Ayurveda qu'on appelle l'alchimie ayurvédique. Si ces préparations ont été composées correctement, elles ont la capacité de régénérer l'organisme dans son aspect le plus profond, de régénérer les tissus qui se sont dégradés, de régénérer les organes vitaux, de prolonger la longévité et d'amener une immunité extrêmement forte, basée sur un équilibre durable du corps et de l'esprit. 5e thérapie, subtile, celle associée au sens de l'odorat. La thérapie par les senteurs, l'aromathérapie, l'utilisation des encens, l'utilisation des essences florales. Cette thérapie
amène une métabolisation beaucoup plus satisfaisante de nos émotions. Chaque odeur, chaque senteur est associée à une émotion et au traitement d'une émotion, reliée également aux 3 doshas. Les 3 doshas possèdent tous certaines forces, certaines faiblesses sur le plan mental. Vata, équilibré sur le plan mental, c'est la créativité infinie, la clarté, une expérience d'élévation, de connexion avec les plans supérieurs tout en restant incarné sur le plan physique. Vata, déséquilibré sur le plan mental, c'est la dominante de la peur, de l'insécurité, de l'angoisse, de la nervosité. Pitta, équilibré sur le plan mental, c'est le raffinement le plus élevé de l'intellect, la radiance, la brillance, le charisme. Pitta, déséquilibré sur le plan émotionnel, c'est la domination de la colère, de la jalousie, de la haine, l'esprit de compétitivité excessif. Kapha, équilibré sur le plan mental, c'est la compassion, la douceur, la cordialité, l'expression de l'amour, l'expression de la félicité. Kapha, déséquilibré sur le plan mental, c'est la dépression, c'est l'apathie, c'est le manque d'objectifs dans la vie, le manque de passion dans l'existence. Donc ces thérapies subtiles agissent également pour nous protéger par rapport à la défaillance dans la digestion de ces émotions qui sont considérées comme les grandes émotions destructrices dans l'Ayurveda. La peur est la première grande émotion destructrice. La colère est la deuxième grande émotion destructrice. Le dégoût est la troisième grande émotion destructrice. Et enfin, la tristesse est la quatrième grande émotion destructrice. L'un des enseignements de l'Ayurveda initiatique, le thème que j'ai voulu développer dans mon dernier livre qui vient de paraître, le titre est Ayurveda initiatique. L'Ayurveda initiatique nous enseigne que nous ne devons jamais laisser ce type d'émotion stagner dans notre esprit. Parce que tout ce qui se passe dans l'esprit se répercute dans le corps. Dès que ces émotions s'installent, si vous ne faites rien pour les interrompre, en utilisant les différentes méthodes subtiles de l'Ayurveda, immédiatement, un flot d'énergie toxique voyage dans votre corps, qui vicie les doshas, qui vicie l'expression de la conscience, de l'énergie et de l'intelligence, qui vicie Vata, Pitta et Kapha. La dominante de la peur va vicier Vata. La dominante de la colère va vicier Pitta. La dominante de la tristesse va vicier Kapha, va perturber Kapha. La dominante du dégoût va vicier non seulement Kapha, mais va affaiblir également les tissus fondamentaux et les organes vitaux auxquels ils sont connectés, va créer un effondrement dans le système immunitaire. Nous devons absolument apprendre à dégager notre attention de ces émotions négatives, destructrices, dès qu'elles émergent, de les couper à la racine, de porter notre attention sur quelque chose qui nous nourrit, qui nous satisfait, qui ramène du contentement, ou d'utiliser différentes thérapies subtiles ou causales de l'Ayurveda. Et c'est là qu'interviennent les thérapies les plus profondes de la science ayurvédique. Les thérapies de la conscience, les thérapies de l'âme, les thérapies qui agissent aux 2 derniers niveaux. Au niveau du corps de l'intellect, du corps de l'intelligence intuitive et au niveau du corps de félicité. Au niveau du corps associé à l'expérience du bonheur inconditionnel. Quelles sont ces thérapies qui agissent à ces niveaux profonds et qui permettent d'effacer ce que Charaka appelle dans son traité l'erreur de l'intellect, la défaillance de l'intelligence. Charaka, l'un des premiers maîtres de la science ayurvédique, explique qu'au niveau ultime, lorsque nous faisons le diagnostic d'un patient, la cause ultime de tout déséquilibre est une défaillance de l'intellect, une défaillance de l'intelligence. L'intelligence ne peut plus s'exprimer correctement dans notre corps. Il y a un manque de contact avec ce 5e corps, le corps du bonheur, le corps de la félicité. Toute maladie, fondamentalement, est associée à un manque de bonheur. Le bonheur est la source de la santé. Et si nous ne sommes pas à même d'être en contact de façon durable avec ce niveau de félicité, c'est que le 4e corps, le corps de l'intelligence intuitive, ne fonctionne pas correctement. Nous avons vu que ce corps permet la relation entre le corps subtil et le corps causal.
et le corps de la conscience. Il nous connecte à la source. Il est censé nous relier à cette trinité, à l'expérience de la conscience, de l'énergie et de l'intelligence en communion parfaite. Donc lorsque l'intellect n'est plus à même de ressentir cette expérience de bonheur qui sous-tend notre existence, qui est la qualité première de notre âme, la qualité qu'on appelle Ananda dans les Védas. Les Védas parlent constamment d'Ananda, le bonheur inconditionnel. Ils disent que cette création évolue dans Ananda, qu'un jour elle se dissoudra dans Ananda, que nous devons être à même de percevoir cette félicité qui sous-tend notre vie, notre existence. Lorsque nous ne sommes plus à même d'être en contact avec cette expérience, une rupture s'installe dans notre être qui empêche le processus de métabolisation et de régénération correcte des 5 enveloppes. Et alors, graduellement, la maladie s'installe. Quelles sont les thérapies qui vont agir pour renforcer le corps de l'intelligence, le corps de l'intellect, pour activer de plus en plus l'intelligence intuitive en nous, sortir du mental, sortir de la domination des émotions. Ce sont des thérapies comme la thérapie par les mantras, la mantra-thérapie, les paroles de pouvoir, la connaissance du verbe poussé à son extrême. La langue sanscrite possède ce pouvoir du verbe, c'est la première langue, la langue de la nature qui exprime l'équilibre vibratoire premier. Les mantras créent la cohérence. Ils sont capables de rétablir l'équilibre dans l'expression de l'énergie et de l'intelligence. Ils traitent notre conscience, ils ramènent davantage de confort au niveau de notre corps le plus intime, le corps de félicité. Ils nous ramènent vers l'essentiel. C'est l'utilisation également des différentes méthodes de méditation qui peuvent, pour certaines, utiliser des mantras également comme support ou des yantras qui sont des véhicules visuels. Les mantras sont des expressions sonores, vibratoires, des lois naturelles primordiales, fondamentales. Il y a des mantras qui vont agir davantage sur l'élément éther, d'autres sur l'élément air, d'autres sur l'élément feu, sur l'élément eau, sur l'élément terre. Les yantras sont les expressions visuelles de ces lois fondamentales de la nature, des symboles visuels. Les yantras, dans la tradition bouddhique, sont appelés mandalas. Mandala et yantra, ce sont des synonymes. Les yantras, le fait d'observer les yantras, le fait d'utiliser des yantras de façon interne également, dans l'expérience de la méditation, permettent d'agir également sur cette couche qu'on appelle Vijnana Maya Kosha, le corps de l'intellect, le corps de l'intelligence intuitive. Donc, ce système de l'Ayurveda est un système complet, total, qui a la capacité de traiter le corps physique, le corps subtil, le corps de la conscience, le corps causal, et de nous amener jusqu'au but ultime de l'existence défini par le yoga et les différents systèmes de philosophie védique. Merci. Merci beaucoup de votre attention. Voilà. Si vous avez on a le temps pour une question ou deux questions. Si vous avez deux questions, je serais heureux d'y répondre. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc si vous le souhaitez, je suis disponible dans le stand qui est derrière, le stand de la librairie Almora, juste derrière la salle de conférence, pour dédicacer mon livre qui vient de paraître. Merci beaucoup de votre attention. Merci.